Merci encore une fois à tous de nous rejoindre sur nos antennes. Les inquiétudes ne cessent de monter au niveau international après l'annonce de l'administration américaine, la fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, avec des conséquences qui sont rapportées dans plusieurs pays à travers le monde, y compris la RDC, des conséquences sur le plan humanitaire dues à ce vide laissé par cette fermeture de la plus grande agence humanitaire. Comment alors contrer les effets de cette fermeture? Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Arsène Oubi. Bienvenue à vous. Vous êtes acteur politique mais aussi expert en des questions des relations internationales. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, quel regard portez-vous sur cette annonce de la nouvelle administration américaine après le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, le département d'État américain qui venait de décider la fermeture de l'une des plus grandes agences humanitaires à travers le monde, USAID, donc l'Agence des États-Unis pour le développement international. Comment accueillez-vous cette annonce et comment entrevoyez-vous l'avenir des ONG et des organisations humanitaires à travers le monde? Ah, ok, merci beaucoup. Nous venons de recevoir, nous venons d'apprendre l'annonce de la fermeture de l'USAID à travers tous les pays du monde entier. C'est près de 120 pays au monde que oui. Cette organisation financée. Oui, en tout cas, l'organisation est installée dans presque tous les pays du monde, mais c'est un coup dur qui tous ces pays ont réussi aussi. C'est vraiment un manque à gagner que ces pays-là vont perdre en tout cas à la longue avec cette rupture. Ah, vous notez que c'est un coup de boutoir, un coup dur pour les organisations humanitaires. Les conséquences, c'est sur quel plan? Oui, et vous allez voir, je vais prendre d'abord des volets parce que j'ai eu la chance de voir cette organisation et intervenir sur deux plans. C'est-à-dire il y a sur le plan de l'éducation et aussi sur le plan sanitaire, c'est-à-dire la santé. Je vis l'organisation là s'imposer, surtout beaucoup plus en Afrique que dans des pays africains. Et vous allez comprendre que ni t'était cette organisation, on n'allait pas quand même avoir l'assistance, ou soit on n'allait pas avoir de l'aide pour sauver certaines personnes. Sur le plan de la scolarité, qu'est-ce que ces organisations faisaient? Est-ce qu'il y a eu quand même un apport sur le plan éducationnel à travers le monde? Oui, à travers le monde. Vous allez voir, j'ai palpé aussi même ce que l'organisation avait comme matériel. C'était quand même très efficace dans le domaine de l'éducation. Il y avait tout ce qu'on peut comprendre de l'éducation, c'est-à-dire les cahiers et autres là, et fournitures scolaires. Alors avec cette disparition, avec cette rupture, il y aura quand même des enfants peut-être qui ne seront même pas scolarisés, parce que cette organisation était en train d'assister aussi la scolarité des enfants dans les différents pays africains. Est-ce que cette fermeture ne traduirait pas un but qui est déjà atteint, par exemple en termes sur le plan de la scolarité, de la santé par exemple? Non, il n'y a pas. C'est-à-dire jusque-là, on était en train d'avancer vers l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de l'éducation, tout comme de la santé. Mais vous allez voir qu'il y aura régression et il y aura d'autres pays qui seront dans l'impossibilité de scolariser les enfants parce qu'on dépendait beaucoup plus de l'aide ou soit de l'assistance. Est-ce qu'il y a moyen que des privés, des bailleurs de fonds privés prennent la relève en Afrique ou en RDC? Les bailleurs de fonds privés... dans les secteurs humanitaires? C'est-à-dire ça ne sera pas très efficace comme c'était le cas de l'USAID, parce que l'USAID c'était une grande organisation par rapport à tout ce que nous connaissons comme organisation. Qu'est-ce qui rendait son efficacité, alors son efficience? Oui, d'abord, premièrement, c'est le poids politique que cette organisation avait. C'est-à-dire, l'organisation avait le soutien des États-Unis d'Amérique. Du gouvernement américain. Voilà, parce que c'est la grande puissance, c'est la première puissance mondiale. Et voilà, avec ça, et ça donnait quand même le poids, tout comme de la valeur de cette organisation. Et voilà, c'est un peu là sur le plan un peu éthique. Et puis, sur le plan aussi d'ontologie, vous allez voir aussi que là-bas, il y avait aussi du professionnalisme
parce que c'était des agents bien formés par le gouvernement américain. Mais quand nous parlons des grandes puissances, c'est vrai, vous avez les États-Unis qui sont au plus haut de l'échelle, et puis il y a aussi d'autres puissances, parce qu'il y a même le G7, il y a le G20. Bon, on ne doit pas quand même exclure d'autres organisations internationales. Nous reconnaissons bien sûr, mais le problème, c'est ce que nous venons de relever, c'est sur le point de l'efficacité. Est-ce que d'autres là seront en mesure d'atteindre même ceux qui sont le plus démunis, parce qu'on a vu avec l'USAID, c'est une organisation qui était partout dans le monde, en Asie, tout comme ici chez nous en Afrique, et il y avait quand même la présence de cette organisation internationale. Au niveau de l'Afrique, des bailleurs de fonds privés ne peuvent pas prendre la relève, parce que bien sûr vous avez fait le distinguo, la différence avec ce qu'était cette grande agence humanitaire des États-Unis, mais ailleurs, parce qu'il y a le défi d'évoluer et de répondre aussi aux défis, aux réalités dans chacun des pays. Alors ici, nous sommes en Afrique avec autant des défis dans un contexte d'une prolifération des conflits qui créent des déplacés en RDC et ailleurs, des démunis qui ont besoin d'aide humanitaire en urgence. Comment les autres peuvent prendre la relève face à ce vide laissé par la fermeture de l'agence humanitaire américaine? Le problème, c'est qu'on peut aussi constater, c'est sur le plan idéologique, c'est-à-dire vous allez voir d'autres organisations internationales qui n'ont même pas l'objectif peut-être de faire mieux. Il y a les autres qui s'installent, c'est pour le nom, c'est pour apparaître à un certain moment, et il y a la disparition. Mais avec les SAID, comme il y avait le gouvernement, tout un gouvernement américain qui soutenait, qui finançait, et voilà ce qui donnait aussi la force. Mais avec d'autres organisations, vous craignez quoi? Des conditions difficiles, peut-être de dividendes, une sorte de contrepartie, des exigences pour avoir accès à une prise en charge humanitaire? Bon, ce que nous craignons avec d'autres organisations internationales, oui. Et ce n'est pas seulement la question de dividendes, non, mais la question qui est là, c'est un problème des projets, un problème d'objectifs. C'est-à-dire, il y a d'autres organisations, par exemple, qui sont seulement sur le plan régional, qui ne sont pas sur le plan international. Mais avec ça, on ne doit pas quand même exclure d'emblée, et nous pouvons encourager les autres organisations et aussi à se mettre sur les rails pour quand même combler, et on doit quand même faire mieux pour que ces gens-là ne puissent pas peiner avec le manque. Ok, dans le même objectif, il y a eu des organisations, des structures religieuses suisses la semaine dernière qui ont appelé le Conseil fédéral à revenir, si possible, sur sa décision, estimant que les pays riches ont le devoir de soutenir des pays pauvres. Comment vous trouvez leur appel? Oui. Parce qu'ils ont appelé le département d'État américain d'annuler cette décision de fermeture pour qu'ils puissent continuer avec ces aides humanitaires ou encore ces financements des ONG et autres organismes internationaux pour sauver des vies dans différents secteurs, la santé, logement, acheminement des nourritures, d'eau et même des médicaments. Comment vous trouvez cet appel? C'est basant sur ce principe de pays riches qui ont le devoir de soutenir des pays pauvres où il y a des démunis. Quand même, dans le cadre de la prolifération nucléaire, dans le cadre aussi de ce qu'on appelle la pollution, qui est ces États développés, les États qui ont une économie très avancée, de polluer, et voilà. Et il y a eu ça, c'est-à-dire... Donc c'est tout à fait normal que ces pays aient des organisations qui aident les pauvres. Nécessairement, c'est... Dans différents secteurs, donc plus précisément humanitaires. Oui, nécessairement, c'est-à-dire c'est dans le cadre de pallier à ces difficultés, parce que ces États sont en train de polluer, sont en train d'émettre beaucoup de gaz avec leur production qui est à grande échelle. Voilà, ils ont l'obligation d'assister, ils ont l'obligation d'aller partout dans le monde pour quand même aider, voir comment acheminer certains produits
dans ces pays. D'ailleurs, ce n'est même pas efficace avec ces structures. On ne peut pas dire que non directement ces pays seront égaux avec l'assistance là, non. Mais on peut comprendre que c'est-à-dire c'est la volonté tout simplement de pays riches pour aller vers le pays pauvre. Et voilà, aussi on peut aussi aller très loin, c'est-à-dire c'est le devoir que ces pays doivent quand même faire aux pays pauvres. Dernière question, selon vous, quelles seraient les motivations des États-Unis de fermer une telle agence humanitaire au moment où il y a beaucoup de personnes, des déplacés et autres, des démunis, des personnes vivant avec handicap, des enfants orphelins, des déplacés des guerres à travers le monde, en RDC et ailleurs. Mais qu'est-ce qui motiverait alors les États-Unis à fermer une grande agence humanitaire ? Oui, aujourd'hui, on peut tous comprendre. Oui. On peut tous comprendre aujourd'hui qu'il y a eu le changement du régime aux États-Unis d'Amérique. Il y avait les socialistes, c'est-à-dire qui étaient là. Et maintenant, c'est de plus ces gens qui sont au pouvoir. Il y a maintenant le républicain. Et dans la manière de faire les choses par le républicain, et c'est Amérique d'abord, c'est-à-dire on doit privilégier les intérêts des Américains. Et voilà, lorsque Trump est entré, il a commencé directement à s'attaquer aux migrants. Après le migrant, il a commencé aussi avec les organisations internationales qui sont de distribuer l'argent des Américains et partout dans le monde. Voilà. Et aussi, il y a eu aussi ce qu'on appelle l'économie et qui semblait être un problème sérieux aux Américains. Et tout ça, ça a poussé à ce que le président puisse quand même revenir à la décision de retirer l'USAID partout dans le monde entier. Alors, comment éviter les conséquences néfastes qui seraient dues à cette fermeture de l'une des plus grandes agences humanitaires au monde? Nous demandons aux présidents africains, et tout comme dans notre continent, de voir ça comme un problème majeur à la langue et aussi... Comment financer alors ces ONG et autres organismes humanitaires? Oui, on peut financer, il y a quand même les banques qui sont là, il y a les banques régionales qui sont là et aussi les banques du pays qui sont là. Il y a certaines banques qui ont des pourcentages élevés de remboursements et autres. Oui, on peut toutefois aussi tourner le dos vers d'autres bailleurs de fonds et aussi on peut être partenaire avec ces pays en développement, en voie de développement, pour qu'ils puissent un peu soutenir les organisations qui sont là sur place. Voilà, c'était vos analyses avec cette émission. Nous avons Arsène Ombi, je rappelle vous êtes acteur politique, mais aussi expert en des questions des relations internationales. C'était un honneur de parler des enjeux ou des défis humanitaires après cette annonce, fermeture de l'une des plus grandes agences humanitaires au monde, aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup et en tout cas... Voilà, Madame, Messieurs, participez à votre émission. Au revoir et bonne continuation de nos programmes.